Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo. C'est reparti pour une nouvelle semaine d'actu. Eh bien, on va plutôt se poser une vraie question. Les jeux aujourd'hui sont-ils trop longs ? Et pour débattre de ça, eh bien, j'ai deux invités en plateau. Le sieur Adibou. Bonjour, comment ça va ? Bah écoute, bonjour à ta voix et à toi, Mélinda. Elle est venue avec moi, elle est sympa. Ouais, elle est sympa en vrai. Et très content d'être là, on va bien se régaler, des super sujets. Et en plus, j'ai probablement, alors faut pas le dire à tout le monde, mais le plus beau chroniqueur avec nous aussi aujourd'hui, donc je suis aux anges. Notre beau gosse à nous, il est de retour aussi. Max, comment ça va ? Bonjour, je vous souhaite une très bonne année. Voilà, sachez-le déjà, bonne année à toi et à tes cordes vocales. Bonne année. Ça va très bien, je suis très content d'être ici pour parler de sujets vidéoludiques. Mais oh là là, comment tu parles bien. Merci. Tu sais que tous les gens qui écoutent juste un podcast vont regretter de ne pas avoir l'image. Mettez l'image, en plus. Bon, eh bien, c'est parti pour cette émission placée sous le sceau de la bonne humeur. Et c'est parti avec l'actu à chaud. On va parler aujourd'hui d'un sujet intéressant. Est-ce que vous en avez assez ou pas de passer 157 heures sur vos jeux vidéo préférés ? Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il y a Kingdom Come Deliverance 2 qui sort au mois de février et qui a annoncé avoir 2,2 millions de mots dans son script. Et ce serait donc le scénario, eh bien ils s'en vantent les garçons, le plus long de l'histoire du jeu vidéo, plus que Baldur's Gate 3 qui, lui, a quand même enregistré un record au Guinness Book. Voilà, tout simplement, avec ses petits 2 millions de mots, et bien voilà, il serait battu. En ce moment, on parle beaucoup de jeux quand même extrêmement longs. Alors, on avait Assassin's Creed Valhalla qui prenait 130 heures, mais alors quand on dit 130 heures, c'est pas 130 heures d'histoire principale. C'est 130 heures, toutes les quêtes secondaires. En histoire principale, le seul qui battait les records, a priori, c'est Red Dead Redemption 2, qui annonçait 70 heures, avec Monster Hunter World, pardon, que je me trompe pas, qui lui disait nous c'est 90 heures les gars. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on a envie vraiment à Dibou de passer autant de temps sur un jeu ? Je pense que c'est pas la taille des mots qui compte, c'est la façon dont on s'en sert. Et Baldur's Gate l'a parfaitement montré. C'est-à-dire que moi par exemple, alors c'est un cas perso donc je vais pas généraliser, mais j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Avant, je faisais que des jeux vidéo, des JRPG, donc des jeux ou ça de blablate. rôle. Ah, ça blablate. Pour le coup, il y en a des mots. Hein. Ouais, t'en as pour 80, 100, 120 heures de. Voilà. C'est balèze. Aujourd'hui, j'ai plus le temps. Mais de temps en temps, t'as une pépite qui arrive et qui fait que t'es OK pour mettre tes 80 € ou tes 70 € et de manger 80, 100 ou plus d'heures. Malheureusement, faut pas que ça soit un outil marketing comme dire que j'ai un jeu vidéo, c'est un monde ouvert, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que le jeu soit bien. Donc, si le jeu est bon, jouer 100 heures, ça me dérange pas. Par contre, moi, j'ai l'impression, et je sais pas si tu es d'accord, Max, que ça pullule de jeux où on met en avant ça. Et en vrai, le jeu, il est éclaté, ou alors il est juste moyen. Et effectivement, c'est hyper désagréable de devoir autant s'investir pour un jeu qui te le rend pas. Max, tu trouves que les jeux aujourd'hui, les mondes ouverts, c'est bien ? Est-ce que remplir de quêtes secondaires, c'est utile ? Si on prend l'exemple de Valhalla, je dirais que c'est quand même sacrément long pour pas énormément de choses, vu qu'il se passe des choses intéressantes au bout de 60 heures de jeu, à mon sens en tout cas. Et d'ailleurs, je pense qu'Ubisoft l'a peut-être un peu compris. On se souvient de l'exemple de Assassin's Creed Mirage. Qui est beaucoup plus condensé. Qui est beaucoup plus condensé. Et l'argument marketing, c'était ça. C'était que voici enfin un Assassin's Creed un peu à l'ancienne, avec une seule ville à explorer, et un jeu qui se termine en 20 heures. Et le résultat des courses, c'est que ça a été apprécié, ça a été mis en avant presque au sein des interviews, etc. Et les joueurs ont kiffé. Et donc ça permet aussi après de faire patienter jusqu'à un épisode un peu plus gros. Aujourd'hui, on est sur une tendance qui s'inverse. Je pense que c'est avéré. Je pense à un ancien développeur de Bethesda qui l'a dit il n'y a pas très longtemps et qui disait lui-même que en vrai, les gens, ils ont pas que ça à faire que de claquer 120 heures dans des jeux. Ce qui est assez ironique, sachant que le mec a conçu toutes les quêtes principales de Starfield, qui est quand même un jeu. C'est long. Le point d'orgue, si tu veux, des open world de Bethesda. C'est long, ouais. Donc, pour le coup, Starfield, il y a de quoi faire. Et puis, il te rajoute en plus des extensions. Oui. Parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui. C'est qu'on a le jeu principal qui est très long. Et pour être sûr que vous restiez dans le jeu, on vous en rajoute tout le temps. Alors, il y a eu Elden Ring, qui était déjà très long, si on voulait vraiment tout faire, parce que la quête principale, ça devait être une 40aine d'heures, qui a rajouté Shadow of the Earth Tree pour garder... Est-ce que c'est une tactique pour garder les gens
d'avoir autant de contenu, ou c'est vraiment parce que les développeurs sont hyper fiers de leur jeu et qu'ils veulent en mettre de plus en plus? J'aimerais bien que ça soit moitié-moitié, mais j'ai l'impression effectivement que on est passé dans une mode de game as service, donc des jeux services gratuits où il y a beaucoup de mises à jour avec un modèle gratuit la plupart du temps, sur lequel tu peux acheter des skins, etc. Et en fait, les jeux solo, j'ai l'impression tendent à ça. Il y a des Game Pass maintenant dans les jeux solo. Il y a beaucoup plus Des de Season DLC, des Season Pass, pardon, effectivement. Ouais. Et du coup, ben ouais, on a envie que les gens restent plus longtemps Star Wars Outlaws, mais il y en a plein d'autres, hein. Et c'est une tendance qui, je sais pas si elle est bonne. Moi, quand je la regarde de mon point de vue de vieux gamer, j'ai l'impression que ça sert à rien. Moi, je suis très content que mon jeu dure 20, 30 heures, qu'il soit bien peaufiné. Mais effectivement, on veut de la rétention, on veut du temps de cerveau en fait alloué pour plus d'argent, plus de fun et tout. Malheureusement, moi, ça me passe au-dessus en tant que joueur. Le site How Long to Beat, qui donne souvent une idée des temps de jeu aussi, avait fait une étude estimant qu'un joueur sur 3, même pas un joueur sur 3, 32% des joueurs finissent réellement les jeux. C'est-à-dire qu'il y en a quand même les 2 tiers qui vont passer à autre chose. À quoi ça sert de sortir un jeu aussi long si, en gros, personne ne va au bout? Alors, il y a des jeux très durs. On sait que, par exemple, sur Elden Ring, ils avaient expliqué que 90% des gens n'avaient déjà pas passé le premier boss. Parce que non, mais j'exagère à peine, parce que je me souviens que c'est un chiffre énorme comme ça, de tous les gens qui l'avaient acheté. Finalement, alors après, tous les autres continuaient le jeu, mais le premier boss avait déjà refroidi les trois quarts du jeu, dont moi, j'avoue. Et c'est Sean Layden, l'ancien président de PlayStation, qui a dit qu'il fallait revoir, justement, repenser la façon de faire des jeux. Les gens n'avaient plus envie d'errer dans des mondes ouverts, parfois vides aussi. Alors on va parler de Star Wars Outlaws, qui est très grand, mais qui parfois manque un peu de vie, mais qui est à l'image de Star Wars finalement. J'ai envie de dire, il y a Horizon aussi, Forbidden West, que moi j'ai beaucoup aimé, mais qui à l'arrière, j'ai trouvé les quêtes secondaires meilleures que la quête principale. Mais ça, pour le coup, oui, mais voilà, mais qui parfois les jeux font du remplissage, quoi. Oui, absolument. Je pense que en fait, le principal intérêt, c'est surtout la rétention de joueurs, comme tu l'as dit, en vrai, parce que faire acheter un jeu à 80 €, les gens en sont capables, ils le font sur des jeux parfois finalement assez courts. Je pense, Call of, il y a un multijoueur qui est là quand même. Oui, mais tu vois, Call of, t'as la quête principale qui est Peanuts, et derrière, le mode multi, le mode Warzone, finalement, c'est des parties très courtes, très condensées, et c'est le carton du jeu. Je pense aussi que, à mon avis, c'est une tendance à peu près avérée, mais sur tous les jeux, peut-être même les jeux courts, je pense honnêtement que les gens vont pas au bout, et que c'est juste comme ça, et que les gens ont peut-être pas forcément l'habitude. Je parle du joueur moyen, etc. Plus la patience, plus la curiosité. Surconsommation, hein. Et surconsommation, parce que tout le temps, on a des catalogues de jeux en libre accès, que ça commence à devenir de plus en plus une norme. C'est comme les films ou les séries. Combien de fois ça nous est arrivé, je pense, de commencer un film ou une série, de pas forcément terminer, parce qu'en fait on a le luxe de ne pas l'avoir acheté, de pouvoir switcher sur autre chose. Les jeux vidéo, c'est pareil, et ça commence à être de plus en plus comme ça. Alors pas l'avoir acheté, on va mettre des guillemets, parce qu'en fait vous payez, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai ce que tu dis. Finalement, c'est la sensation de se dire, j'ai déjà payé, tout le reste c'est gratuit. C'est comme si on avait payé un jeu, puis le reste c'était du bonus. C'est ça. Donc le PC Game Pass et le Xbox Game Pass, parce que ça commence à faire pas mal de millions de joueurs, et le PlayStation Plus Premium aussi qui existe, et extra, à mon avis, défavorise cet intérêt-là, tu vois. Donc, il y a peu de longs jeux sur ces services-là, sur le Game Pass aussi. Alors, il y a les jeux Xbox. Il y a les jeux Xbox, mais est-ce que justement, finalement, c'est le Game Pass, des choses comme ça, ne répondent pas à une demande actuelle de petits jeux courts, de petits jeux parfois qui passent sous les radars parce que pas la promotion et les épaules des gros éditeurs, mais qui finalement sont des expériences de jeu plus courtes, plus condensées, plus intenses, et ce serait ce qu'aujourd'hui le joueur veut. Moi, je sais pas ce que veut le joueur, mais en tout cas, il y a ça. Par exemple, quand Hi-Fi Rush est sorti, en total Shadow Drop, donc Shadow Drop, c'est genre coucou, c'est sorti. Et alors, ça avait été ça, la présentation, ça avait été ça. Ouais, clairement. Et surprise, on a ça, et ça arrive maintenant. Ok. Et c'est génial en plus de ça. Mais le côté génialissime des jeux indés, le Game Pass en propose beaucoup, donc ça c'est vraiment chouette. Steam en propose beaucoup, et ça c'est vraiment chouette. Mais en fait, on est inondé, on est submergé, que la qualité n'est pas forcément tout le temps rendez-vous. Donc finalement, moi je sais pas trop ce que veut le joueur, parce que je connais beaucoup de personnes qui elles sont très dans le jeu gratuit, des Valorant, des League of Legends, des Overwatch, des Fall Guys, que des jeux indés, des Fall Guys, des Fortnite, Among Us qui ont fait des succès. Bien sûr, Lethal Company et d'autres jeux à streamer. Donc je ne sais pas ce que veulent les gens. En fait, les gens, il faut leur donner à manger, et comme tout le monde veut manger plein de trucs différents, juste embarque tout et n'importe quoi, ça fait une sorte de Glooby Boulga, et à l'intérieur tu as des jeux qui sont longs et qui peut-être là ça commence à se voir, parce que depuis la nuit du temps il y a aussi des jeux avec des quêtes FedEx qui servent à rien, mais là ça commence peut-être à se voir que
en fait, peut-être les jeux plus courts, c'est pas plus mal. Ou alors sortir des chefs-d'œuvre. Baldur's Gate 3 en est un. C'est pour ça qu'il a marché. Est-ce que c'est pas ça justement la question? Est-ce que les développeurs ne devraient pas se pencher un peu plus sur l'histoire, l'expérience de jeu proposée, et le reste va en découler? Est-ce qu'un jeu a besoin forcément de faire 50 heures ou pas? Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai du mal. J'essaie de finir un max de jeux, mais j'ai du mal avec les jeux qui sont très très longs. Oui, bien sûr. Bah, alors, moi, j'en suis un bon exemple. Je veux dire, cette année, Cyberpunk 2077 que j'ai fait avec un peu de retard m'a monopolisé tout mon été. Je suis ressorti de là lessivé. Le seul jeu que j'ai fait depuis, c'est Black Ops. Tu vois, donc, Ah ouais, ah oui, bah, vraiment, après, la j'ai pas- vengeance. Je veux un truc rapide Ouais, c'est derrière. ça, j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais en vrai, moi, je suis pas sûr que les gens sont hyper fidèles aux histoires. Et ça me fait un peu mal au cœur de dire ça parce que moi, c'est mon cas. J'adore les scénarios et les écritures, les bonnes écritures. Mais regardez Elden Ring, qui est pour certains un peu trop long finalement. En termes d'histoire, en tout cas en termes de narration, c'est très implicite et les gens s'en tapent le coquillard. Ce sera pareil pour, à mon avis, le futur jeu multijoueur qu'il y a. Le Night Train, là. Et oui, et puis en fait, regardez, finalement, le marché, il est archi saturé par 5 jeux services multijoueurs qui retiennent l'attention des joueurs. Dedans, il y a zéro scénario. C'est pas ça qui les intéresse, les gens, en fait. En majorité, je parle. Oui, la majorité, ils veulent des jeux courts, des jeux. C'est vrai, comme on disait. Ou longs, mais, Among Us, Fall Guys, il y a zéro qui sont des gros succès, ou les Valorant, il n'y a pas d'histoire. On voit Zelda. Zelda, par exemple, qui est un jeu qui est extrêmement prenant. Une fois que tu es sorti, moi j'ai arrêté un moment Zelda, j'y suis retourné, je sais plus où j'étais, quoi. Ouais, ça c'est très enquiquinant. Mais il y a pas Très, en très termes d'histoire et d'écriture, c'est pas le point fort du jeu. Non. Ce qui compte, c'est finalement avoir un open world de fou et avoir des mécaniques de gameplay et de level design qui sont infinies, un peu comme pourrait le proposer un Fortnite dans son genre en multijoueur ou autre. Donc, je suis pas sûr que l'histoire soit ce qui retient l'attention de la majorité des joueurs. C'est dommage. Ah bien Ouais. sûr. C'est bien Bien sûr. dommage tout Mais ça. ça, c'est vraiment, ça dépend de. Il y a deux visions dans le jeu vidéo et c'est ce que tu attends, quoi. Si c'est une expérience compétitive, etc., ou plutôt une expérience atmosphérique, d'écriture et scénaristique. Mais sur l'écriture, je pense que le jeu indé, il y a beaucoup gagné. Ah oui. C'est lettre de noblesse ces dernières années, encore plus qu'avant, parce que justement, il propose quelque chose de différent, de plus court, de plus ramassé. On parle du temps alloué justement aux jeux vidéo qui doit maintenant se batailler avec le streaming et des choses comme ça. Je voudrais qu'on parle du cloud gaming, enchaînement un peu facile dans le côté avoir toujours sa console de jeu quelque part à portée de main. Alors on a beaucoup parlé de jeux mobiles et tout. Xbox dernièrement a fait sa grosse campagne pour votre Xbox, c'est un peu n'importe quel support, même le frigo peut-être un jour, Clairement. Pour jouer. Ils ont besoin tous de nous dire jouer avec n'importe quoi tout le temps. Totalement, c'est play everything, everywhere, all at once. Ouais, c'est un ça. peu le multivers d'Xbox avec son Game Pass. Tu peux jouer n'importe quoi, là on voit la pub derrière. Ton bento, tu peux y jouer. Téléphone, téléviseur. Ils sont partout, PC, le cloud gaming, le Xbox Cloud Gaming. T'as besoin de quoi? T'as besoin d'une belle connexion Internet et ton Game Pass. Et roule ma poule. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est parfait, la stratégie elle est géniale, elle marche de plus en plus. Je crois que l'année précédente, en termes de valeur, le dématérialisé, c'est 95% du marché. 95% du marché, c'est une dinguerie. Alors après, il y a le téléphone, donc ça forcément 100%, et le PC qui sont très hauts, mais quand on enlève ça, en termes de valeur, je crois que c'est autour des 65%. Donc même là, le démat gagne. Et on a envie de jouer. PlayStation l'a montré avec son Portal. Qu'ils ont finalement mis vraiment changé, au cloud gaming. Tout à fait en bêta là, tout à fait. Mais est-ce que ça répond pas plutôt au fait qu'on n'a pas la patience non plus? Aujourd'hui, le démat, tu l'as tout de suite. Le cloud gaming, tu l'as tout de suite. Est-ce que c'est pas plutôt ça derrière le succès? Et pourtant, le cloud gaming, moi, je trouve peine vraiment à décoller. Alors, est-ce que c'est juste des problèmes de connexion ou pas? Est-ce que c'est des problèmes de conception idéologique de jeu? Je pense qu'on n'a pas encore tout à fait les infrastructures réseau qui nous permettent de jouer partout, tout le temps, comme on voudrait vraiment le faire, mais on s'en rapproche au fil du temps. Je crois qu'il y a Jez Corden de Windows Central qui a affirmé, et ça reste à confirmer, que justement, la Microsoft était en train de travailler activement sur son infrastructure réseau pour le cloud gaming, pour qu'il y ait quasiment plus d'input lag, pour augmenter la résolution. Chose que fait déjà Sony, d'ailleurs, c'est important de le préciser, parce qu'ils ne sont pas autant sur ce terrain-là, mais ils s'y engagent. Et genre, sur PS5, il est possible de streamer ses jeux en cloud gaming, donc on verra, chacun il verra de l'intérêt ou pas, mais en 4K et 120 FPS. Et c'est un truc, énorme. Non mais c'est énorme, ça met Xbox à l'amende, alors que en soi l'expérience Xbox est disponible sur plus de supports. Donc on a
une bataille qui est en train de se faire. On a les téléviseurs LG maintenant qui vont aussi accueillir Xbox. Samsung aussi était censé. De base, ouais. C'est ça, ouais. Donc, et puis, on en a parlé tout à l'heure avec le GeForce aussi. Ouais, il y a Nvidia qui arrive avec GeForce. Alors, c'est une autre proposition, parce que là, c'est votre catalogue de jeux que vous avez déjà sur Steam, sur GOG, sur d'autres choses comme ça, qui a une sélection de jeux accessibles par contre. Alors, en revanche, c'est la techno la plus stable. Ouais. GeForce, Ouais, il faut avouer quelque chose. Pour moi, l'autre techno qui était très stable avant et très forte, c'était Stadia, mais il n'y avait pas de jeu, malheureusement. Mais en fait, Mais temps, je qui avait la parti trop tôt. meilleure infrastructure, honnêtement. Très honnêtement, c'était la plus stable pour jouer. C'était vraiment démarrage immédiat. Ok, peut-être qu'on était 3 dessus, ça explique cela. Mais on y était bien. ils avaient un business model qui n'était pas le bon. Ils étaient surtout très avant-gardistes. Mais Et quand on est avant-gardiste, parfois on est trop en avance. Google. Et Google, ouais. Ils sont toujours en avance, mais pas au bon moment Bah, et pas comme il faut. Non, mais c'est exactement ça. Et même avant, en fait, un des premiers à être sur ce terrain-là, c'était Sony avec le PlayStation Now, Ouais. donc c'était l'ancêtre un peu de Du ce qu'on a premium, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le PlayStation Plus Premium. Extra. ou Oui, Extra, c'est ça, Je ouais. sais plus, c'est le plus haut niveau là. Via le Premium, tu peux jouer en cloud, effectivement. Mais avant, le PlayStation Now, je crois que c'est arrivé en 2014-2015, et on pouvait déjà jouer en cloud sur son PC à des jeux. Mais oui. En fait, c'est un truc de fou. Alors, Mais- bien sûr, la latence et tout était pas ouf, mais Mais Sony a racheté en 2011 la start-up japonaise dont j'ai oublié le nom. Kaya, je sais plus, qui faisait déjà du cloud gaming, qui a été les pionniers du cloud gaming, mais ils ont mis 10 ans à vraiment y aller finalement. Enfin, le PlayStation Now, c'était bien, c'était gentil, mais il n'y avait pas un énorme catalogue. Aujourd'hui, dans les acteurs, on a Xbox avec son cloud gaming, Nvidia, PlayStation qui y vient à tâtons, Amazon avec Luna, mais ça c'est pareil, ils ont des gros problèmes de catalogue, alors que la techno est très bien. Franchement, moi j'ai essayé, c'est un problème de catalogue, mais la techno fonctionne bien. Ouais. Derrière, il nous reste qui? Si on a des petits acteurs, on a Shadow qui permet Oui, c'est vrai. de faire du cloud computing, donc de jouer finalement de récupérer sa bibliothèque. On a Nintendo un tout petit peu avec sa Switch qui fait un peu cloud gaming, mais c'est pas au point. Mais d'ailleurs, on peut déboucher très rapidement sur le sujet. C'est que en fait, au-delà du cloud gaming, oui, c'est l'avenir. Je pense qu'il se fait plus que jamais sur des formats portables. On le voit bien, des formats hybrides même. La Switch a prouvé que c'était ça. Ça a poussé Valve à faire le Steam Deck. Le Steam Deck est un succès. Tout le monde s'y met. Donc, si on n'a pas forcément les moyens, parce que c'est compliqué de mettre une nouvelle console portable, une vraie console avec du jeu natif et tout. Des centaines et des centaines d'euros. Au moins 213 €, je pense. Tu vois. Moi, j'ai vu GeForce Now qui arrive sur le Steam Deck prochainement en appli. Je l'ai vu tourner. Ouais. C'est nickel. Assez bluffant. Et surtout, ça optimise certains jeux par rapport au Steam Deck. Donc, non, ça tourne super bien. Et le GeForce Now va être disponible sur le MetaQuest 3, sur le Vision Pro et sur le Pico 4 aussi. Moi, j'ai testé sur le Pico 4 parce que je connaissais les deux autres casques et je connaissais pas celui-là. Pourquoi pas. Et franchement, ça tourne super bien, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. C'est une technologie qui va faire, qui va donner en tout cas envie aux gens d'acheter. Ça va faire vendre des Steam Deck, parce que Steam Deck, c'est ce qui manquait. Il y avait pas mal de personnes là qui sont justement en mode, dès qu'il y a un nouveau hardware qui sort, un nouveau support, qu'est-ce qu'il faut? Du cloud gaming instantané. Même si tu l'utilises pas, quand tu parles avec les viewers, quand tu parles avec les gens, des mecs qui aiment le jeu vidéo, il faut du cloud gaming, même si c'est pas utilisé. Donc là, ce qu'ils font, c'est impeccable. C'est paradoxal parce que une console portable, si t'as pas de connexion, tu peux pas jouer. Mais si tu es en cloud gaming, tu récupères. Moi, je sais que je fais beaucoup de cloud gaming. J'adore ça sur Xbox et autres. Je fais beaucoup aussi de consoles remote. C'est-à-dire que ça c'était l'avantage des gens qui jouent sur iPad, parce que je joue aussi sur mon iPad ou mon Mac, c'est que comme vous ne pouviez pas avoir le cloud gaming, le Xbox Cloud Gaming de fait au début, Xbox avait accepté qu'en gros, en téléchargeant l'appli Xbox, vous puissiez avoir accès à votre contenu de console. C'est vachement bien. J'encourage tout le monde à le tester, c'est très très bien. C'était le but du portal aussi d'ailleurs. Et le PS Remote aussi fonctionne. Et le PS Remote, c'est un peu plus... La compatibilité avec Mac, elle est un peu plus compliquée, quoi. Mais est-ce qu'il y a un vrai avenir, on l'a dit là-dessus, mais surtout c'est le prix. Est-ce que c'est pas le prix qui va bloquer? Parce qu'un abonnement aujourd'hui, Xbox Cloud Gaming Ultimate, là, le Game Pass Ultimate, on arrive à 18 euros des 20 euros, quelque chose comme ça. Chez PlayStation, pareil, ça commence à chiffrer quand même, mine de rien. Alors ok, vous avez un catalogue de jeux, mais quand même. Je pense que les gens s'en fichent un peu. Bon, franchement, tout fonctionne par abonnement. On achète
quasiment plus de Blu-ray. On a peut-être, je sais pas quelle est la moyenne. Il faudrait avoir des moyennes par foyer d'abonnement. Qui est abonné en même temps à Netflix, Prime Video Moi. et Disney+. Et Disney+, ça On est là. représente combien pour le nombre de films et de séries qu'on regarde réellement dessus? Ah, mais Canal, aussi pareil. On a MyCanal, on a Spotify. Enfin bon, je vais pas passer en revue tous les abonnements qui sont maintenant dans les mœurs, mais le but est clairement pour les éditeurs de jeux vidéo de s'insérer là-dedans. Je pense que les gens, en fait, c'est juste un prix psychologique, quoi. 18 € par mois. Bon, ça va. Tu sais, c'est comme ça que je me dis, faut voir ce que ça représente à l'année. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui sont capables de dépenser des centaines d'euros dans Fortnite, je vois pas en quoi 18 € par mois pourrait vraiment les freiner si derrière on a des jeux, des mastodontes comme peut proposer Microsoft Day One, C'est vrai que etc. C'est quand même. vous avez Indiana Jones en ce moment que je recommande à tout le monde. Oui. Dedans, Starfield dont on parlait aussi qui est disponible. Mais voilà, mais il faut avoir quand même le plus haut niveau d'abonnement Game Pass. Mais je dis pas que c'est pas cher, hein. Je dis juste qu'à mon avis, on peut assez facilement pas duper les gens, mais les convaincre que c'est ok de dépenser cette somme. Je pense que voilà, on en revient au premier sujet. Si vous êtes capable d'aller sur des jeux et de ne consacrer que ça pendant un mois, 20 balles pour jouer un jeu un mois non-stop. Par rapport à 80 en commerce, c'est pas mal. Adepte Cloud Gaming, Adibou? Pas trop adepte. J'ai essayé GeForce, par contre, ça marche terriblement bien. Donc ça, j'étais agréablement surpris, mais c'était juste un mois vite fait parce que je partais en vacances et je jouais à Baldur's Gate. Voilà, donc je voulais continuer mon aventure. Mais Cloud Gaming, non, pour le coup, c'est streaming, PC, sur place, pour bosser. Donc, et comme je sors peu, étant donné qu'on est des gamers avec des arrobases, des Z et des 3, je sors moins, j'ai moins besoin dans le métro, j'ai moins besoin dehors. Donc, non, pas utile pour moi en tout cas. T'es moins vadrouille que moi, c'est ça que tu veux dire? Exactement, j'ai pas ce plaisir. Max? Moi, ça fait des années que c'est une techno qui me botte, mais de fou furieux, vraiment. Et que j'arrête pas de le dire, c'est l'avenir, parce que ça me plaît aussi comme truc. L'idée de pouvoir jouer, de continuer un jeu sur mon téléphone, dans le métro, etc., je trouve ça fascinant. Est-ce que c'est comme ça qu'on va bien apprécier un jeu? Je ne suis pas sûr. C'est juste une question de temps, et d'infrastructure réseau, et de technologie. Et ça fait déjà 5 ans que je me dis que c'est l'avenir, tu vois. Là, on commence vraiment à s'y installer. Et dans 5 ans, je pense que ça va vraiment peut-être être giga au point. Je pense connexion stable. Et ça marchera nickel. Mais, mais essayez tous le cloud gaming si vous en avez. Il y a quand même souvent des offres. Moi, je dis ça mérite d'être essayé. On va passer vite à la partie à quoi on joue parce qu'on voudrait vous parler avec Adibou d'un jeu qui sort là et qui mérite quand même un peu le détour. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Dynasty Warriors. Ça fait quand même un petit moment que ça existe comme franchise. Eh bien, il y a un nouvel opus qui vient d'arriver et qui s'appelle Dynasty Warriors Origins. Parce que voilà, c'est souvent comme ça. On remet des Origins à toutes les sauces. Est-ce que tu peux nous pitcher ça? Bien sûr, ça fait 7 ans qu'on l'attend. Le dernier était un monde ouvert qui n'a pas forcément été très bien accueilli avec Dynasty Warriors 9. Du coup, ils se sont dit, bon, côté Tecmo, Megaforce, on fait un truc bien? Allez, on fait un truc bien. 7 ans pour pondre le nouveau Mousseau, qui est un genre très particulier où tu incarnes un personnage et tu déglingues toute une map, voilà, littéralement. Tu as des dizaines d'adversaires que tu fumes les uns après les autres avec des capacités spéciales et tout. Et bien, ce nouvel opus te met toujours dans cet univers très chinois. Donc, par rapport aux 3 royaumes, qui est une œuvre et un pan de la Chine qui se passe, je crois, au 3e siècle après Jésus-Christ. Et il y a 3 clans. Et du coup, tu vas revivre certaines batailles, certaines choses. Et là, on a la chance d'avoir non pas un général qu'on incarnait, mais un nouveau personnage, vraiment qu'on voit là à l'écran, tout nouveau, tout beau. Donc, on n'aura plus le choix d'incarner Cao Cao ou Liu Bei, mais on a ce nouveau perso qui va te permettre de défoncer non pas des dizaines et des dizaines de soldats, mais des centaines et des centaines Parce de que toujours soldats. plus. Mais oui, maintenant on peut, ma petite dame, après 7 ans. Et du coup, voilà, le Mousseau, c'est ça. Et ce qui est cool, c'est qu'au-delà d'avoir juste une amélioration graphique, plus de persos, etc., on a une mise en scène, on a un côté très cinématographique, très théâtral, on a un côté RPG également, où ton personnage a 10 armes différentes, avec leurs capacités spécifiques, avec leurs caractéristiques spécifiques, qui fait que, même pour certains combats, c'est peut-être plus chaud d'avoir une épée qu'une lance. Et tout ça fait que ça marche super bien. Il y a une démo qui est sortie quelques semaines / quelques mois avant la sortie du jeu et ça a l'air d'être mortel. Tous les avis que j'ai vus dessus, tous les tests, toutes les critiques sont vraiment positifs. Alors c'est pas le jeu de l'année, mais c'est un excellent Mousseau. Si vous aimez ce style de jeu, honnêtement, je l'ai trouvé assez classe. T'aimes bien ça toi, Max, ou pas? J'ai découvert avec Dynasty Warriors 5, je crois, que j'avais testé pour jeuxvideo.com il y a quelques années. C'était mon premier Musso. Et en fait,
c'est étonnant parce que c'est un retour en force d'un genre qui est quand même de niche, on va pas se mentir, qui existe depuis les années 90, mais c'est quand même un truc, voilà, c'est très nippon dans l'âme et c'est vraiment. Et il y a aussi tout l'aspect tactique militaire aussi que tu as dedans. Et là, on a quelque chose qui fait parler de soi en bien et qui arrive à toucher une cible un peu plus grande. Et je trouve que c'est intéressant comme phénomène à étudier parce que c'est vraiment quelque chose de niche à la base. Donc je dirais même que si vous aimez bien le Musso, c'est à peu près sûr que vous allez surkiffer ça. Si vous ne connaissez pas le Musso, c'est peut-être l'opus le plus simple à approcher. Le plus simple à approcher parce que visuellement, c'est enfin plutôt stylé, qu'apparemment c'est irréprochable aussi techniquement, ça tourne, c'est hyper fluide et tout, qui ont fait des efforts sur la narration, etc., etc. Donc finalement, c'est peut-être le point d'entrée pour ce genre-là, pour le Musso, et peut-être... plus intimiste apparemment, plus concentré sur l'histoire du personnage. Oui. Il y a aussi en ce moment une mode, enfin on l'a dit, on en a parlé toute l'année dernière, de ces jeux un peu plus traditionnels, venus de Chine, du Japon, ou sur l'histoire culturelle. Je pense qu'il arrive pile au bon moment. Ah, clairement, puisque tu reprends justement cette fameuse histoire des 3 royaumes, donc ça te permet d'en savoir un peu plus sur cette Chine-là, sur cette période-là. Et bon, pour ceux qui connaissent Dynasty Warriors, tout le monde connaît tous les persos par cœur. Pour ceux qui connaissent pas, justement, ce qui est cool, c'est que tu te disperses pas. Parce qu'avant, tu pouvais choisir n'importe quel généraux, il y en a des dizaines et des dizaines. Là, tu as ce personnage-là, qui est de base, et tu vas justement avoir des relations avec eux, tu vas pouvoir voir comment eux aussi se parlent les uns avec les autres, etc. Et du coup, c'est très très chouette, ça qu'en termes de timing, il est irréprochable, et en plus de ça, en termes de gameplay, il y a aussi un point qui paraît pas fou comme ça, mais tout n'est plus valorisé que sur l'attaque, parce que tu sais, défoncer des gars, tu appuies sur carré, ça tue tout le monde. Là, maintenant, la défense, c'est aussi important. Il va falloir faire encore plus attention aux zones au sol. Tu as un bouton d'esquive, un bouton de parade. Tu vas donner des ordres, ce qui fait qu'à un moment, la caméra va se reculer et tu vas voir tes troupes que tu diriges, des centaines de personnes aller sur le point. Et là, du coup, tu as le sentiment d'être en plus un général de guerre qui fait pas que défoncer ses adversaires. Donc, vraiment, là-dessus, tout est nickel. En plus de l'histoire. Tu l'as dit, techniquement, il est irréprochable. Et moi, ça me fait bien plaisir parce que c'était un des genres que j'adorais quand j'étais ado. Et le revoir enfin revenir en force aujourd'hui, ça me régale. Dynasty Warriors Origins, ça sort le 17 janvier sur PS5, Xbox Series et PC, donc c'est déjà sorti au moment où vous regardez cette émission. On en est arrivé au bout. En tout cas, merci messieurs d'être venus. Adibou, on te retrouve où ? C'est simple, sur Twitch, du mardi au vendredi de 9h à midi pour des matinales jeux vidéo. Donc voilà, je fais plus ou moins ce que tu fais, mais sur Twitch, voilà, à la cool. Et en jouant de temps en temps, ce que moi je ne fais pas. C'est vrai. Max, merci d'être venu, on te retrouve où ? Merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Max Cagnard, où je fais des podcasts ainsi que sur les réseaux sociaux, et aussi sur Gamecult, et aussi sur jeuxvideo.com, et aussi sur... Je dirais pas le site, c'est ce que... Il est partout ce garçon. Voilà. Donc ça fait pas mal de petits médias. Bah ouais, de petits médias, il va être content des dents. On embrasse ces petits médias. Et nous, eh bien, vous pouvez nous retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et sur la chaîne YouTube, ainsi qu'en podcast partout et sur la plateforme RMC BFM Play. Et on se dit, eh bien, à la semaine prochaine. Ça commence à être dense, le calendrier quand même. Il va falloir qu'on rattrape tous les jeux de 2024 d'ici là. En tout cas, jouez bien et à très vite.